Donc, sur la sinistralité, donc, je vous ai mis quelques données qui sont dans les indicateurs régionaux de santé au travail et qui servent pour mener des actions de prévention et qu'on verra tout à l'heure dans le cadre du plan régional santé-travail. Donc, sur la répartition des accidents du travail avec arrêt, selon la typologie du contrat de travail, ce qu'on peut voir au niveau des intérimaires, en fait, c'est qu'on a 6,4% des accidents des intérimaires qui ont lieu dans les 3 premiers mois et la majorité a lieu entre 3 mois et 1 an et puis 24% entre 1 an et plus. Voilà, ça c'était un point important de le faire ressortir. Et ce qu'on voulait faire ressortir aussi, c'est que c'est le contrat sur lequel on a le plus d'accidents en pourcentage dans les moins de 3 mois. Je ne sais pas si je suis claire, mais voilà. Donc, puisqu'on a 6,4, là où les autres contrats, on a 0,8. Donc, on a bien une focus à avoir sur les moins de 3 mois. Voilà. Sur la répartition des accidents du travail par tranche d'âge et typologie de contrat de travail, donc là, sans surprise, c'est nos jeunes qui sont les plus impactés par les accidents du travail, que ce soit pour les apprentis ou que ce soit pour les intérimaires. Et on a donc 8,8% des accidents qui concernent les intérimaires à mettre en relation avec ce que je vous disais tout à l'heure, alors qu'ils ne représentent que 3,5% de la population salariée de notre région. Voilà, c'est ça l'enjeu de mettre en exergue les différents éléments, le poids dans la population salariée et le poids dans les accidents du travail. Et c'est là qu'on voit qu'on a quand même un surpoids. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction sur la sinistralité et l'emploi d'intérim. Et vous avez des ressources enfin. Si vous voulez aller plus loin, vous pourrez accéder aux ressources. Merci Nadia. Juste, je signale que j'ai lancé l'enregistrement de la réunion dans le but ensuite de vous mettre à disposition cet enregistrement sur le site internet de l'École des relations de travail. Néanmoins, tout ne sera pas conservé et notamment toutes les questions ne seront pas conservées pour vous permettre de poser librement les questions que vous voulez poser. Donc maintenant, je donne la main à mon collègue pour l'aspect réglementaire. Vas-y. Alors, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien, puisqu'on a dû switcher pour le son. Je vais donc vous présenter l'actualité de ce fameux décret du 5 juillet 2024 relatif à l'imputation du coût des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés des entreprises de travail temporaire, donc des salariés intérimaires. Avant d'aborder ce sujet qui est un petit peu technique, pour y arriver un petit peu plus tranquillement, on va dire, je vais revenir sur quelques éléments de l'organisation de ce régime et sur le partage de la responsabilité entre les entreprises de travail temporaire, hein, donc les entreprises d'intérim, et les entreprises utilisatrices. Ce partage, on le trouve déjà dans le Code du travail où c'est l'entreprise de travail temporaire qui est l'employeur et qui, à ce titre, est responsable créancier de l'obligation générale de sécurité. Mais c'est l'entreprise utilisatrice qui assure la surveillance effective du salarié et qui est, selon les termes de l'article L1251-21 du Code du travail, responsable des conditions d'exécution du travail. Et donc, en cela, il y a bien sûr une responsabilité de l'entreprise utilisatrice dans la sécurité des travailleurs intérimaires. Eh bien, on a un partage, alors qui est assez flou en réalité en droit du travail. Il est un petit peu plus précis en droit de la sécurité sociale, puisqu'on parle des coûts, et donc il faut bien savoir comment se partagent les coûts. Et avec le décret, on va avoir une montée de la prise en charge des entreprises utilisatrices dans la prise en charge des coûts des accidents du travail et des maladies professionnelles.
des travailleurs intérimaires. Pour rappeler un peu la logique, la branche AT-MP, elle a une logique un petit peu particulière dans la sécurité sociale qui fonctionne généralement sur le principe de la solidarité, c'est-à-dire que chacun cotise en fonction de ses moyens pour recevoir en fonction de ses besoins. En matière d'AT-MP, c'est un petit peu différent. Les employeurs versent des cotisations selon la sinistralité de leur secteur d'activité ou de leurs établissements, et les victimes reçoivent des sommes qui sont généralement forfaitaires. La logique, elle est en fait assez simple. Il s'agit d'assurer l'équilibre financier de la branche AT-MP de la sécurité sociale, mais aussi d'inciter les entreprises à prendre des mesures pour réduire la sinistralité. C'est la logique. Là où il y a le plus d'accidents, eh bien c'est là qu'on va le plus payer. Quelques petits rappels pour voir un petit peu comment se calcule le taux de cotisation AT-MP, et c'est à partir de comment on calcule ce taux que vous verrez peut-être plus précisément, enfin sûrement même, les impacts que ce décret aura sur vos entreprises pour ce qui est des entreprises utilisatrices, et parallèlement pour les entreprises de travail temporaire pour lesquelles ce sera une réduction de leur coût. Pour déterminer le taux de cotisation AT-MP, il faut d'abord déterminer le mode de tarification. Il y a en effet 3 modes de tarification qui dépendent de l'effectif de l'entreprise. La tarification, elle peut être collective, individuelle ou mixte. Elle va être collective dans les entreprises de moins de 20 salariés, individuelle ou réelle si vous préférez, si c'est plus clair, ça se rapporte à une entreprise précisément, c'est pour ça qu'on parle d'individuel, plutôt à une société en réalité, personne morale. Et donc, c'est à partir de 150 salariés, on va tarifer vraiment en fonction de votre sinistralité. Et pour les entreprises de 20 à moins de 150 salariés, on a ce qu'on appelle une tarification mixte, c'est-à-dire qu'il y a une part de collectif et une part d'individuel. Pour la tarification AT-MP, il faut prendre en compte dans l'effectif de l'entreprise des salariés qui sont généralement exclus, tels que les apprentis, les contrats de professionnalisation et certains contrats d'insertion que vous ne prenez pas en compte, par exemple pour le calcul d'effectifs de la mise en place du CSE ou pour d'autres obligations. Seuls sont exclus pour les AT-MP les travailleurs qui disposent d'un contrat de travail, mais contrat de travail de remplacement d'un salarié absent. On ne compte juste pas 2 fois un salarié quand il y a un remplacement, mais sinon, on prend en compte tous ceux qui disposent d'un contrat de travail. Une fois qu'on a établi le mode de tarification, qui dépend donc de l'entreprise, il faut se situer au niveau de l'établissement, donc un découpage de l'entreprise, pour déterminer le taux de cotisation précisément, donc le pourcentage qu'il y aura à mettre sur la fiche de paie. Donc là, on se met par établissement, et il faut entendre par établissement une implantation géographique distincte et une activité propre. Pour illustrer, imaginons une entreprise de 15 salariés qui aurait un atelier de menuiserie et un magasin pour vendre les meubles produits. Et bien là, on a moins de 15 salariés, donc on est une entreprise de moins de... Enfin, on a 15 salariés, donc on est une entreprise de moins de 20 salariés, donc tarification collective. Et ensuite, on a a priori 2 établissements. Un établissement de menuiserie et un magasin. Ce sont 2 types d'activités, 2 catégories de risques différentes. Donc, on a des taux collectifs différents qui sont respectivement de 91% pour l'atelier et 2,15% pour le magasin. Je reviendrai tout à l'heure plus précisément sur, je reviens dans 1 minute sur où est-ce que l'on trouve ces taux. Hein, c'est fixé par arrêté. C'est pour vous donner une illustration, et bien faire la distinction entre l'entreprise et l'établissement. L'entreprise pour la tarification, l'établissement pour déterminer le taux à appliquer. Et donc, ce fameux taux
collectif, il est déterminé pour chacun des établissements en fonction d'une catégorie de risque. Donc là, c'est ce que vous avez sur la diapo. Vous avez donc un arrêté de 2023 du 27 décembre qui fixe la tarification en fonction des risques. Et donc, vous voyez, par exemple, la première, c'est la fonderie de fonte, d'acier moulé ou de fonte malléable avec un taux de cotisation de 7,38%. Et donc, c'est ce qui va s'appliquer à tous les établissements d'entreprises de moins de 20 salariés qui ont un établissement qui est classé dans ce secteur-là. Et donc, les secteurs où il y a la plus grande sinistralité, c'est là qu'on va trouver les taux de cotisation les plus importants. Et inversement, là où il y a le moins d'accidents, c'est là qu'on va avoir les taux les plus faibles. Alors, pour illustrer, les taux les plus faibles, on les trouve dans les entreprises qui emploient des personnels des industries électriques et gazières statutaires ou encore les fonctions support ou les activités des holdings, où là, on a un taux de cotisation, les fonctions support et activités de holding, c'est 0,66% par exemple, le taux de cotisation collectif. Et les taux les plus élevés, on va les trouver, alors de manière peut-être un peu surprenante, le plus élevé, il est dans la fabrication d'appareils sanitaires en céramique, avec 9,40%, et de façon peut-être moins surprenante, dans la manutention, la couverture, la charpenterie, on a des taux à 8,62 et 8,6% pour illustrer. Tous ces taux-là, vous les avez dans cet arrêté. Pour ce qui est du taux individuel, donc les entreprises d'au moins 150%. Le taux brut, il va falloir calculer d'abord ce qu'on appelle le taux brut. Alors attention qu'il n'y ait pas de confusion, quand vous regardez une fiche de paye, le brut est supérieur au net. Là, c'est l'inverse. On va d'abord calculer le taux brut pour ensuite avoir le taux net. Le taux brut, c'est le coût de la sinistralité dans l'entreprise. On va l'obtenir en calculant ce que l'on appelle la valeur du risque et que l'on va rapporter à la masse salariale. La valeur du risque, c'est en fait le coût moyen qui est attribué à chacun des risques qui s'est réalisé. Chaque accident, chaque maladie professionnelle qui est imputée sur une année, on va lui attribuer un coût moyen. Et donc, vous avez, c'est le même arrêté qui détermine ces coûts moyens. Vous l'avez, cet arrêté, et on a encore un découpage par entreprise, par secteur d'activité. Et vous voyez, par exemple, la première ligne, pour les industries de la métallurgie, on a les différents coûts en fonction de la gravité de l'accident qui a eu lieu. S'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, on a un coût moyen de 287 €. Par contre, si on a une incapacité permanente d'au moins 40%, voire le décès de la victime de l'accident, là, on est sur un coût moyen de 676 026 €. Et donc, c'est ce coût-là que l'on va multiplier par chaque accident, par le nombre d'accidents de cette catégorie qui s'est réalisé. On divise tout ça par la masse salariale, et bien ça va nous donner donc le taux brut, et c'est sur cette fraction que l'on va avoir une évolution de la répartition du coût, puisqu'on va voir que c'est ces coûts moyens qui se partagent et qui évoluent avec le décret. Donc c'est vraiment le cœur là du décret que l'on voit ici. Et puis ensuite, pour obtenir le taux net, c'est-à-dire le taux de cotisation qui devra réellement être versé aux organismes de sécurité sociale, eh bien, on va rajouter 4 majorations. Vous en avez une qui prend en compte, par exemple, les accidents de trajet qui sont déterminés, là aussi, forfaitairement. Donc, voilà pour ce qui est du taux individuel. Et donc, je reviens sur le décret. Donc vous avez des comités techniques nationaux qui déterminent ces coûts moyens par secteur d'activité. Donc vous avez 9 comités techniques nationaux. On a la métallurgie, on a le bâtiment, on a la chimie. C'est vraiment des grands secteurs d'activité. Et on a un découpage de la gravité des accidents et des maladies en 6 catégories d'incapacité temporaire et 4 catégories d'incapacité permanente. Pour peut-être mieux visualiser sur la
diapo suivante, j'ai dû mettre le calcul. Voilà, si on prenons un exemple, ce sera peut-être plus simple. Imaginons dans une entreprise un accident du travail mortel et un accident qui conduit à un arrêt de 50 jours dans un établissement qui relève de la métallurgie. Donc c'est la première ligne du décret, enfin de l'arrêté plutôt, que l'on a vu juste avant. Donc pour calculer la valeur de mon risque, pour déterminer donc le taux brut, j'ai un accident mortel, donc je fais une fois le coût moyen d'un accident mortel, c'est 676 026 €. Et pour mon arrêt de 50 jours, c'est une incapacité temporaire qui va de 46 à 90 jours. C'est évalué dans la métallurgie à 4 770 €. Eh bien, je fais une fois 4 770 €. Imaginons que pour cette année-là, j'ai une masse salariale de 400 000 €. Eh bien, je divise tout ça par 400 000 € et ça me donnera mon taux brut, sachant qu'on prend 3 années de référence. Là, on prend une seule année pour l'exemple, mais la période de référence pour le calcul du taux de cotisation, c'est 3 ans. On reviendra dessus, ça a un impact sur l'application dans le temps du décret. Et puis, il y a le taux mixte pour les entreprises de 20 à 150 salariés. Le taux mixte, c'est une part du taux collectif et une part du taux individuel. Je vous ai mis la formule dans cette diapo qui récapitule un petit peu tout ce que je viens de dire sur le calcul des taux de cotisation et de la tarification. Donc vous avez cette formule 0,9, c'est la toute dernière ligne, divisé par 130, multiplié par l'effectif moins 20, plus 0,1. Et donc, vous calculez les parts. Plus vous vous rapprochez de 150 salariés, plus la part de taux individuel est importante. Et inversement, plus vous êtes proche de 20 salariés, plus elle est faible et plus ça correspondra au taux collectif. Et donc, on calcule la part d'individuel et de collectif. On additionne les deux. Ce sont des pourcentages qui se rapportent aux mêmes sommes. Donc ça s'additionne, ça se divise et ça s'additionne globalement assez facilement. Imaginons qu'on ait un effectif de 77,78 salariés. On sera sur un partage 50-50. Donc, on aura un taux net individuel. Imaginons qu'on ait un taux net individuel, donc ça qui dépendra du calcul de l'entreprise, enfin de l'établissement précisément. Imaginons qu'il soit à 6% et que notre entreprise en question soit une entreprise de couverture et de charpenterie, donc avec un taux collectif de 8,6. Je fais la moitié de 6 plus la moitié de 8,6. J'aurai donc un taux mixte qui sera à 7,3%. À noter que tous les coûts dont je vous ai parlé peuvent faire l'objet d'ajustements. Là, je vous parle de la situation simple, entre guillemets, mais il peut y avoir des ajustements. Il peut y avoir également des ristournes, des majorations en fonction de la situation de votre entreprise. Des ristournes quand des mesures de prévention ont été prises, des majorations quand il y a des risques exceptionnels. Donc voilà en ce qui concerne la façon de calculer le taux de cotisation. À partir de là, on va pouvoir voir comment ça se partage entre les entreprises de travail temporaire et les entreprises de travail, les entreprises utilisatrices. Quand on a des salariés intérimaires, actuellement, donc avant l'application du décret, on a seulement certains accidents qui sont mis partiellement à la charge de l'entreprise utilisatrice. Actuellement, il faut qu'un accident provoque une incapacité permanente d'au moins 10% pour faire l'objet d'un partage de coûts entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice. Et si on a une incapacité d'au moins 10%, on aura un partage qui sera de 2/3 pour l'entreprise de travail temporaire et 1/3 pour l'entreprise utilisatrice. Si on est sur une incapacité permanente de moins de 10%, eh bien, ce sera complètement à la charge de l'entreprise de travail temporaire. Avec le décret, il s'agit d'élargir les accidents qui seront partagés, puisque tous les accidents
désormais devront être partagés entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice. Et le partage des coûts ne se fera plus à 2 tiers, 1 tiers, mais 50-50. Pour voir cela, je vous propose de voir avec un exemple, histoire que ce soit peut-être un petit peu plus concret, un petit peu plus parlant. Donc désolé, ce n'est pas l'exemple le plus joyeux, mais ça permet de visualiser un petit peu comment ça va se passer, cette histoire. Imaginons donc une entreprise utilisatrice qui emploie des travailleurs intérimaires dans un établissement qui a une activité de fonderie de fonte. Donc on se situe dans la première ligne des 2 arrêtés, comme ça c'est plus simple à retrouver. On les a vus tout à l'heure. Et imaginons donc qu'au cours de l'année 2024, l'un des salariés intérimaires tombe dans une fosse où se trouve de la fonte en fusion, ce qui provoque son décès. On est sur du 1200 degrés à peu près. Et que la chute ait entraîné des éclaboussures qui atteignent un autre salarié intérimaire, ce qui entraîne pour lui un arrêt de travail de 50 jours. Donc je reprends en fait la situation de tout à l'heure. Eh bien, dans ce cas-là, comment est-ce que l'on va imputer les coûts avec ou sans le décret? Eh bien, sans le décret, comme je le disais tout à l'heure, il faut une incapacité permanente d'au moins 10%. Pour ce qui est de l'accident du travail mortel, on est dans la catégorie des incapacités permanentes d'au moins 40% et du décès, puisque le décès a quand même généralement un caractère permanent. Donc, on est dans la métallurgie à un coût moyen de 676 026 €. Ce coût, il va devoir donc se partager, 1 tiers, 2 tiers, 1 tiers pour l'entreprise utilisatrice, 2 tiers pour l'entreprise de travail temporaire. Ça, c'est la situation sans le décret, avec l'application du décret. Et je précise d'ailleurs que là, je prends les chiffres de référence de l'année 2024. Par conséquent, il faut appliquer pour l'année 2024 le décret, qui s'applique pour toute l'année 2024. Avec l'application du décret, l'accident de travail mortel va toujours être partagé, mais il ne sera plus partagé 1 tiers, 2 tiers, il sera partagé à 50-50. Et l'autre accident qui provoque une incapacité temporaire de 50 jours, on est dans la catégorie des incapacités temporaires de 46 à 90 jours. Par conséquent, avant, il n'était pas partagé. Désormais, il faudra le partager et le partager à 50-50. Et donc, vous avez dans le tableau, c'est la ligne en gris très clair. Vous voyez qu'on est, avec l'application du décret et ses chiffres de référence, sur une augmentation assez sensible de ce qu'il y a à imputer sur le compte accident du travail et maladie professionnelle de l'entreprise utilisatrice, puisque avec notre exemple, on est à plus 115 000 € au total. Il y a d'autres coûts qui peuvent être partagés. Là, les coûts dont on a parlé concernent le calcul du taux de cotisation, mais il y a aussi certaines indemnités complémentaires qui peuvent faire l'objet d'un partage. C'est le cas notamment des entreprises qui sont en tarification collective. Ce dont je viens de vous parler, là, le partage, c'est uniquement quand on a de la tarification individuelle, donc sur la part individuelle en tarification mixte et pour la tarification mixte tout court. Pour le collectif, étant donné qu'on ne calcule pas par établissement le taux de cotisation, là, il n'y aura pas de partage pour le calcul des taux. Ça aura un impact sur le taux collectif quand même, parce qu'on va regarder au niveau du secteur comment évolue la sinistralité. Mais pas d'impact direct sur l'entreprise. En revanche, dans les entreprises au taux collectif, on aura quand même le partage des coûts liés aux accidents du travail mortels. C'est les seuls qui sont concernés pour les entreprises en taux collectif. Mais là, on va avoir aussi un partage du coût qui passe d'1 tiers, 2 tiers à 50-50. Je vous ai refait une petite diapo avec la fraction pour que ce soit plus clair, enfin plus visuel, en espérant que ça aide à mieux comprendre. Donc vous voyez, c'est la valeur du risque qui va changer, qui va être impactée sur le compte. Là où avant j'avais en rouge
donc seulement l'accident du travail mortel qui était pris en compte à un tiers, eh bien sur le compte de l'entreprise utilisatrice, je vais avoir cet accident pris en compte à la moitié, plus l'accident qui a conduit à un arrêt de 50 jours, que vous voyez qui est représenté en vert. Et donc là, c'est la moitié aussi de son coût. Je reprends les chiffres du décret et je reste sur ma masse salariale qui est fictive de 400 000 euros. Voilà comment va se passer ce changement. Petit rappel très rapidement, il y a d'autres choses qui peuvent venir augmenter la facture, qui peuvent venir augmenter votre taux ou d'autres coûts qui peuvent être amenés à se partager entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire s'il y a ce qu'on appelle une faute intentionnelle. Vous avez intentionnellement commis une faute qui a conduit à l'accident de ce travailleur intérimaire. Ça lui donnera le droit à des indemnités complémentaires. Eh bien, ces indemnités complémentaires, ce n'est pas la CPAM qui va les payer, elle va les avancer, mais elle va venir récupérer ce coût après, et ce coût, il va se partager si l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice sont co-responsables de la faute intentionnelle. Pareil pour la faute inexcusable. La faute inexcusable, c'est si vous connaissiez le risque et que vous vous êtes abstenu de prendre les mesures de prévention, par exemple des formations renforcées pour les salariés intérimaires parce que c'est une activité dangereuse. Vous savez très bien qu'il faut faire une formation supplémentaire. Vous ne l'avez pas fait. C'est une faute inexcusable. Ça ouvre droit à une indemnité complémentaire pour le salarié qui est victime. Si c'est une faute pénale, s'il y a une faute pénale qui est commise, là aussi, ça va pouvoir augmenter la facture puisqu'il va potentiellement y avoir une amende pour la société entreprise utilisatrice qui en tant que personne morale, pourra être poursuivie. Mais attention, si c'est une faute pénale, le chef d'entreprise, personne physique ou son délégataire peut aussi être poursuivi directement s'il y a une faute pénale. Et ça arrive notamment quand il y a des accidents du travail mortel ou des incapacités temporaires. On peut arriver sur de la qualification pénale puisque c'est une atteinte physique, voire, dans le pire des cas, un homicide involontaire, le plus souvent. Et enfin, il y a des majorations exceptionnelles qui peuvent arriver ou des sanctions de la CARSAT si elle vous demande de prendre certaines mesures. Il y a des injonctions qui peuvent être données par la CARSAT à prendre des mesures et si vous ne répondez pas dans les temps, il y a une majoration de 25, 50 puis 200%. Donc voilà pour ce qui peut augmenter la facture. Un petit mot sur l'application dans le temps du décret. Je ne sais pas si je suis encore dans les temps. Tu as dépassé un petit peu. Pour ce qui est de l'application dans le temps, puisque le décret s'applique donc pour 2024, mais on a déjà calculé la fraction qu'on a fait tout à l'heure, elle a déjà été faite pour l'année 2022 et l'année 2023 pour toutes les entreprises. Donc on ne va pas les refaire. Et comme vous pouvez le voir, le décret prévoit l'application dans le temps. En 2025, donc pour les cotisations 2025, ce sont les anciennes règles de calcul. Donc ça ne change pas pour les cotisations de l'année prochaine. Par contre, à partir de 2026, l'imputation pour les années 2022-2023 ne change pas, elle se fait toujours selon les anciennes règles, comme c'est le cas pour les cotisations que vous payez actuellement et qui prennent ces années-là en référence. Ça ne change pas. Mais par contre, pour les accidents de 2024, ceux-là devront être partagés. En 2027, il n'y a que 2023 qui continue à s'appliquer comme avant. On passe, mais pour 2025 et 2024, on appliquera les nouvelles règles et en 2028, on aura l'application totale du décret. Et il y a une dernière petite diapo pour illustrer comment ça se calcule dans le temps, mais c'est la même logique que ce que l'on a dit tout à l'heure. Pour l'année 2022, on fait des partages à un tiers. Seul l'accident du travail mortel, dans notre exemple, compte parce que plus de 10%, pardon, capacité temps permanente de plus de 40%, partage à un tiers. Pour 2022 et 2023, attention, on prend en compte les arrêtés qui correspondent et les coûts de l'année 2022-2023 qui changent tous les ans. Donc là, à la fin de l'année, on aura encore un nouvel arrêté
et 2024. C'est les chiffres qu'on a donnés tout à l'heure et vous avez un petit exemple de ce que ça peut donner avec notre exemple pour l'année 2026. Je vous remercie, désolé d'avoir été un petit peu long.